BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand merci d'être toujours avec nous. De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles technologies. Et vous le savez, on aime beaucoup ça, c'est l'actualité du spatial. Et quand Antoine Meunier me propose des sujets, je ne peux que l'accepter dans cette émission parce qu'il est passionnant. Antoine, bonjour et merci d'être là. Bonjour François. On s'était retrouvés il y a quelques semaines, tout début d'année 2021. Et voilà, tu es avec nous pour revenir sur l'actualité spatiale. Rappelons que tu es journaliste à la chroniquespatiale.com, un site que je vous conseille bien sûr, si tout comme nous, ce sujet vous passionne et nous fait rêver. Et là, on va se focuser en fait sur le tourisme spatial. Alors le tourisme spatial, vous allez voir, c'est quelque chose qui vraiment touche plusieurs budgets. Ça commence à plusieurs milliers d'euros, ça peut monter jusqu'à des dizaines et des dizaines de millions d'euros si on est milliardaire. Et c'est passionnant parce que petit à petit, on se rend compte que, alors même si on est loin d'un tourisme de masse, petit à petit, ça commence non pas à se démocratiser, mais on commence à en parler et on commence à voir des personnes civiles à partir comme ça dans l'espace. Et franchement, c'est ahurissant. Antoine, il y a plusieurs niveaux, on va dire, de tourisme spatial, mais le tourisme spatial, finalement, peut commencer avec un petit budget à quelques milliers d'euros, où là, on peut se faire un petit vol parabolique. Absolument, mais j'ai envie de dire aussi, le tourisme spatial, dès que vous allez dans un parc, on va dire la Cité de l'Espace, par exemple, oui. Déjà, vous faites du tourisme, oui, c'est ça. Faites du tourisme spatial. Alors, si on a envie de connaître des sensations qui soient quand même un peu extrême, on peut envisager, par exemple, pour quelques milliers d'euros, de monter dans un avion qui va simuler l'impesanteur, c'est-à-dire pendant 20 secondes à bord de cet appareil, vous allez flotter comme un astronaute à bord de la station spatiale. Ça dure pas très longtemps, 22 secondes précisément. Et comment ça se passe ? Parce que je crois que tu l'as fait, ça ? Je l'ai fait il y a 1 an et demi à peu près. C'est quel type d'avion, par exemple ? C'est un Airbus 310, donc un avion de ligne, tout ce qu'il y a de plus classique. Qui a été réaménagé, je pense. Qui est réaménagé complètement pour accueillir à la fois des expériences scientifiques. Parce qu'en fait, cet avion, c'est quoi ? C'est un laboratoire volant qui reproduit les mêmes expériences qu'on peut trouver sur la Station spatiale internationale. Et de temps en temps, la firme Novespace, c'est une filiale du CNES, elle ouvre ses vols au grand public. Alors, pour quelques milliers d'euros, pour 6 000 euros précisément, vous pouvez vous offrir les mêmes sensations qu'un astronaute. Alors l'avion décolle. L'avion décolle, et à un moment donné, cet avion, il va se cabrer comme ceci, il va monter pendant une vingtaine de secondes à peu près, et puis arrivé au sommet de sa parabole, l'avion va redescendre, et pendant 20 secondes, tout ce qui est collé au plancher va décoller du plancher, et vous allez vous retrouver... Oui, on perd la gravité en fait, c'est ça ? Non, on garde la gravité, mais on est plus soumis à plus soumis à la gravité. On est en chute libre. D'accord. Déjà, quand vous êtes en apesanteur, vous êtes en chute libre. Mais alors, comment ça se passe là ? T'es harnaché ? Parce que d'un coup, tu te retrouves à... Non, on n'est pas harnaché. Alors, on y va progressivement. Parce qu'il faut aussi que l'organisme comprenne ce qui se passe. Moi, je me souviens qu'on m'avait fait une injection de scopolamine parce que on peut être un petit peu. C'est quoi la scopolamine ? La scopolamine, c'est un médicament qui va faire en sorte que vous puissiez supporter le. C'est un antivomitif. Ok, voilà, d'accord, tout simplement. Alors, vous supportez 15 paraboles, 20 paraboles. La 21e, ça commence à être un petit peu difficile. Donc 15-20 micro-expériences où pendant 20 secondes... Pendant 20 secondes, ne pèse plus rien. D'accord. On vit vraiment la même sensation que l'astronaute. Et donc tu es comme ça, en apesanteur, et c'est une sensation qui est un peu indescriptible. Je peux pas la décrire comme ça. Mais imaginez ce stylo-là, et d'un seul coup, vous le lâchez, il reste en suspension. Il ne pèse plus rien. Voilà. Donc c'est 6 000 euros, ça. N'importe qui peut le faire N'importe qui peut le faire sous réserve d'un quelconque antécédent médical. Mais à partir du moment où vous êtes en bonne forme, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci.
Bon, évidemment, c'est une somme, hein, mais c'est déjà peut-être goûter C'est une à première certaines approche. sensations. C'est une première approche. Tout le Mm. monde ne peut pas aller dans l'espace, hein. Il Et faut ça se fait être, en France, notamment. Ça se fait en France. Ça D'accord. se fait en France. La firme Novespace est basée à Bordeaux-Mérignac. Oui. Et vous venez pendant quelques jours où on va vous expliquer le briefing de sécurité. Avec un peu de chance, vous pourrez voler avec un astronaute en activité. Qui lui fera des expériences, peut-être. Qui lui pilotera l'avion. Ah, pilotera, d'accord. Pilotera l'avion. Moi, C'est j'ai- risqué, là. Il y a un risque. Non, sincèrement, il n'y a non, aucun risque. aucun risque. Il n'y a Voilà, aucun c'est ça. risque. Moi, j'ai eu la chance de voler avec Thomas Pesquet pour. Ah, c'est super. Ah bah, c'est génial, Ouais. c'est la cerise Ouais. sur le gâteau, ça on peut le. C'est chouette. on Il peut a l'air cool, hein, vraiment, Thomas Il est très Pesquet. sympa. Ouais, très Il sympa. est super sympa. Moi, je rêve de le recevoir dans cette émission. Alors, je sais qu'il a un emploi du temps chargé, mais. Là en ce moment, il est à l'entraînement. Mais donc, oui, il est à l'entraînement, ouais, c'est et clair. il repart le 20 avril normalement. Très bien. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, hein, le vol parabolique, alors ça coûte de l'argent, mais disons que Ça reste accessible malgré tout. ça reste accessible Ça reste malgré tout, toute accessible proportion gardée. Voilà. Après, on est plus riche. Et Alors- là, on peut s'offrir un truc encore plus cool. C'est le vol suborbital. Alors là, c'est encore autre chose. C'est un degré supérieur dans les sensations, si Ouais. je puis dire. À bord d'un avion spécialement dédié, Donc notamment. là, c'est Virgin Galactic. C'est Virgin Galactic et c'est aussi Blue Origin qui propose l'un et l'autre cette possibilité. Alors pour l'instant, les vols ne sont pas ouverts actuellement puisque Virgin poursuit les essais. Ça fait maintenant 2 ans que l'avion n'a pas volé, mais on continue. La société poursuit les essais notamment de son avion aéroporté. Pourquoi ? Parce que l'avion, le dispositif de Virgin Galactic, c'est un avion qui va amener un autre appareil, un avion donc aéroporté. Donc il y a un avion et dessus, il y a un autre En aéronef. dessous, il y a un autre aéronef. En dessous. En dessous, le D'accord. Spaceship Two, qui peut transporter 6 passagers et 2 pilotes. Là, on va monter très haut, hein. On va monter à plus de 100 km d'altitude et on va vivre pendant à peu près 5 minutes, 4 à 5 minutes d'impesanteur. Alors attends, pour qu'on comprenne bien. Il y a un avion qui a sous son flanc accroché un autre appareil, appareil une petite navette qui va elle-même décoller au bout d'un moment. qui va être larguée, et qui ensuite va mettre à feu son moteur pour grimper à peu près à Mach 3 jusqu'à 100 km d'altitude. Là, vous pouvez voir la Terre, vous voyez la courbure de la Terre, vous voyez l'horizon sur à peu près 1000 km si je ne dis pas de bêtises. Et pendant 4 minutes, une fois arrivé au sommet de la courbe, pendant 4 minutes, vous pourrez observer la courbure terrestre. Alors là, ça a un prix, $250 000. Tout le monde ne peut pas se payer Non, une telle possibilité. Mais tu disais que c'était à l'arrêt, ça veut dire que à l'arrêt. ça fonctionne aujourd'hui. Il y a des gens qui le Pour font. l'instant, non. Il n'y a eu que des vols d'essai qui ont été faits avec Virgin Galactic. Il faut savoir que Virgin a connu quand même 2 gros accidents extrêmement graves. Il y a eu un essai au sol en 2007 qui a entraîné un mort. Il y a eu encore un avion qui a été perdu en 2014 et qui a coûté la vie à un pilote d'essai. Oui, d'accord. Donc, Virgin, moi j'avais posé la question au PDG de Virgin il y a quelques années. Je lui ai demandé quand est-ce que vous pourrez ouvrir les vols. Il m'a dit quand on sera prêt. C'est-à-dire qu'ils ne prennent Ils ne aucun... prennent même pas, ils ne veulent même pas donner de date en fait. Non. Ouais. Dans l'immédiat, c'est pas possible. En revanche, Blue Origin, qui a également son propre dispositif, mais qui est différent, puisque c'est une fusée suborbitale qui va lancer une capsule. Alors, si vous êtes avec nous à la télé ou en vidéo sur zeronet.com, on le voit. Hein, tout à l'heure, on a vu donc le Virgin Galactic avec cet avion et l'aéronef dessous. Et là, on voit cette fusée qui décolle de Blue Origin. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, ce qui se passe, c'est que la capsule, elle va être dans le micro, montée. Elle va monter à 100 km d'altitude et à bord, vous avez 6 personnes. Il pourra y avoir jusqu'à 6 personnes dans cette capsule. C'est un vol qui va prendre à peu près, là aussi,
4 minutes. Il faut préciser quand même une chose, c'est que le tourisme spatial, ces deux dispositifs, ils n'accueilleront pas uniquement que des passagers payants. Il y a aussi des expériences de la NASA qui vont être intégrées, même de plusieurs agences spatiales, des institutions qui veulent faire voler pour un prix plus accessible que celui de l'ISS, des charges utiles scientifiques. Et il est même question, je crois, de faire voler des astronautes pour des vols plus courts, mais qui permettront aussi de tester des charges utiles scientifiques. Donc, Virgin Galactic, aujourd'hui, voilà, il travaille, mais il n'y a pas de date. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date. De commercialisation. C'est à chaque fois repoussé. Oui, c'est à chaque fois repoussé. Blue Origin, par contre... là, c'est un peu plus concret ? Alors là, c'est déjà plus concret. Il y a encore un vol d'essai qui est prévu. Il y a déjà eu à peu près 15 vols qui ont été faits. Et si tout va bien, Blue Origin envisage un premier vol piloté au mois d'avril. Et ça appartient à qui, ça, Blue Origin ? Blue Origin, c'est Jeff Bezos. C'est un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos. C'est un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos et qui est un passionné finalement comme Elon Musk de la conquête spatiale. Mais à plus long terme, l'ambition de Jeff Bezos, ça serait de transférer les industries lourdes dans l'espace. Mais là, on n'y est pas encore. Non, ça relève de la science-fiction. Donc ça veut dire que dans quelques années, ce vol comme ça avec Blue Origin, ce vol suborbital, c'est quelque chose d'envisageable. Mais là aussi, les prix sur Blue Origin, on est toujours à $250,000. Blue Origin communique pas trop sur les prix. Par contre, pour Virgin, là, je peux le dire avec certitude, le prix, ça sera plutôt de $250,000 par personne. Oui. Voilà, donc si on veut partir en famille, il faut commencer à économiser. Il faut commencer, mais disons que ce prix, ça englobe pas uniquement le vol. Il faut que l'expérience, il y a toute une expérience à vivre. Il y a un entraînement de quelques jours à passer. Vous venez sur le site. C'est une expérience. C'est une expérience. Le feu d'artifice, c'est le la vol. cerise sur le gâteau, c'est vraiment le vol à bord du Spaceship Two. Mais on est d'accord qu'il faut que tout ça se mette en place quand on aura zéro risque. Alors le zéro risque n'existe pas, non. Mais on ne peut pas envisager qu'il y ait des problèmes. C'est-à-dire que... On accepte aujourd'hui, on ne peut pas accepter, si vous voulez, qu'il y ait un accident. C'est pas possible. Et je pense que Virgin l'a très bien compris, compte tenu de ce qu'il les deux catastrophes déjà qui leur sont arrivées. Ça fait beaucoup. L'idée, ça serait vraiment d'arriver à une expérience qui soit la plus sécurisée possible. Et c'est ça le plus important. Mais... j'ai envie de dire, même en sortant de chez soi le matin, on prend un risque. On prend un risque aussi de se faire renverser par une voiture. Alors on le voit, Jeff Bezos qui a décidé d'ailleurs il y a quelques jours de cela de se retirer de ses activités, on va dire d'Amazon, pour se concentrer peut-être entre autres à Blue Origin, mais aussi à une multitude de projets, puisque évidemment en étant l'homme le plus riche au monde, on a 2-3 trucs à faire dans la vie. Et Elon Musk, alors, il en est où ? Est-ce que lui, il travaille aussi ? Alors, on sait qu'il est à fond sur la conquête spatiale, mais est-ce qu'il prépare ou est-ce qu'il envisage ce type de vol un peu suborbitaux ? Alors, lui, il a des projets là-dessus ou pas ? Plutôt des vols orbitaux. D'accord, donc on va en parler dans un instant. Voilà, c'est plutôt les vols orbitaux. Les vols suborbitaux, c'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité. La priorité de Musk, c'est bien sûr Starlink, dont on continue. Il y a quasiment un lancement par semaine, enfin peut-être pas un par semaine. Donc Starlink, rappelons que ce sont les petits satellites qui permettront à terme de couvrir une constellation avec un Internet très haut débit. L'ambition ultime d'Elon Musk, c'est d'envoyer des hommes, c'est d'aller sur Mars. Mais bon, là aussi, je l'avais dit il y a quelques semaines, on n'y est pas encore. Et tu n'as pas changé d'avis. Et je ne changerai pas d'avis là-dessus. C'est pas pour tout de suite. Soyons bien clairs. Non, dans l'immédiat, Elon Musk, lui, il a une capsule spatiale qui s'appelle Crew Dragon, qui permet maintenant de faire la navette entre le sol et l'ISS. Elle a déjà volé 2 fois, elle va revoler une 3e fois au mois d'avril, avec Cocorico, Thomas Pesquet, qui est passager sur cette mission. Mais surtout, cette capsule, c'est une capsule privée. Donc, en théorie,
En théorie, il pourrait emporter en fait Oui. des civils s'il Et il va le le faire. veut, s'il le Et désire. il va le faire. Il va le faire. Il Voilà. va le faire, c'est prévu. Alors, C'est prévu. donc, vol parabolique, quelques milliers d'euros, tu l'as fait, c'est déjà pas mal. Après, quand ça sera prêt, ou Virgin Galactic ou Blue Origin, là, ça sera dans les années qui viennent, 250 000 $. Blue Origin, c'est pour le mois d'avril. C'est pour le mois d'avril. C'est pour le mois d'avril, Mais a priori. Ça ne sera pas l'ouverture commerciale le mois d'avril. Ça C'est le sera dernier déjà vol d'essai. un premier vol piloté. Alors, ça sera déjà un premier vol piloté. L'ouverture des vols privés, Oui. des vols commerciaux, je pense que ça sera dans un deuxième temps. Là aussi, Blue Origin a été extrêmement prudent. On ne communique pas de date. Non, D'accord. mais il communique déjà sur le premier vol privé et a priori, ce sera le mois d'avril. Et puis alors après, si vous êtes vraiment très très riche, si vous avez quelques dizaines de millions d'euros, 50, 60 millions d'euros, là, eh bien, vous pouvez prétendre à aller vraiment dans l'espace et passer un séjour sur l'ISS. Oui. Oui. Alors déjà, sur l'ISS, il y a eu plusieurs passagers payants. Le premier, c'est il y a 20 ans. Déjà, il y a 20 ans, l'ISS n'avait pas du tout la même configuration qu'aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que la station spatiale, c'est un gros truc. C'est l'équivalent du Stade de France. Imaginez le Stade de France dans l'espace. C'est une très C'est incroyable ce que tu nous dis, parce que je suis persuadé que la plupart des personnes qui sont avec nous, qui nous écoutent ou qui nous regardent, n'imaginaient pas la taille du Stade de France dans l'espace. Mais même moi, je ne l'imagine pas à la base, mais c'est vrai, c'est un dispositif qui a été assemblé sur plusieurs dizaines d'années de missions. Et en 2001, on a accueilli le premier passager payant. C'était un milliardaire texan, il s'appelle Dennis Tito. Il avait une soixantaine d'années. 2001, là. 2001, Incroyable. il y a 20 ans. Il était parti par Soyouz, non ? Il était parti par Soyouz. Il a volé avec 2 Russes. Il était venu s'entraîner aux États-Unis. Et ça lui avait coûté moins cher à lui. 20 millions. Oui, 20 millions. 20 millions de enfin, il y a dollars. 20 ans, cela dit. 20 millions à 20 ans. 20 millions il y a 20 ans. Ouais. Voilà. Alors, d'autres passagers l'ont suivi. Là, ça doit être assez roots quand même. Hein. Ça doit être, pardon ? Roots, je veux dire, Oui. dans le sens où, bon, voilà, c'est pas. On n'est pas dans un 5 étoiles. Ça reste quand même un peu du camping. C'est du camping, on est d'accord. Ouais. Il faut quand même accepter certaines contraintes. Il faut accepter un entraînement. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a eu d'autres passagers. Au total, il y a eu 7 passagers payants sur l'ISS entre 2001 et 2009. Il devait y en avoir d'autres. Il devait y avoir notamment en 2015 une chanteuse britannique, Sarah Brightman, Oui. qui s'est entraînée d'ailleurs très sérieusement pendant plusieurs mois. Mais à un moment donné, elle a dû arrêter parce que Elle n'était pas prête physiquement ? je pense. Alors, officiellement, c'était pour des raisons personnelles. Ça n'engage que moi, mais je pense que c'était aussi physiquement, ça représente quelque chose d'extrêmement difficile. Bien sûr. Un vol spatial, c'est pas tout le monde ne peut pas bien sûr. l'envisager. Il y a la peur aussi, peut-être de l'incident. J'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense vraiment les contraintes physiques. Les contraintes physiques. Quand vous décollez sur Soyouz, vous encaissez 4 fois votre poids. Ça fait beaucoup, 4 fois son poids. 3 à 4 fois son poids. Alors, tu parlais de people, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tom Cruise. Oui. Tom Cruise veut aller sur l'ISS pour filmer. Alors, Tom Cruise voulait y aller. Ça a été. Alors, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Tom Cruise voulait y aller avec le réalisateur Doug Liman à bord du Crew Dragon. C'est ce qui avait été annoncé un peu après la rentrée 2020. Là maintenant, c'est le silence radio. En revanche, et là ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 vols privés qui vont avoir lieu à bord du Crew Dragon. Il y en a un qui est prévu au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, et un autre au début de l'année 2022. Alors, mais pourquoi tu nous dis ça ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que Tom Cruise y soit en secret ou ça n'a rien à voir ? Non. Pour l'instant, ça n'a rien à voir. Parce que moi, ce que j'avais lu, et je crois que je l'ai lu sur ton site, que en fait, Tom Cruise imaginait pouvoir partir sur l'ISS et tourner des scènes du nouveau Mission Impossible. Alors, je ne sais pas si c'est Mission Impossible, mais effectivement, il était question. Ou alors un film. Voilà, il est question qu'il tourne un film. Il ne ferait pas ça pour rien. Non, il est question qu'il tourne un film à bord de l'ISS, mais dans l'immédiat, là, pour l'instant, c'est lettre morte. Antoine, juste pour qu'on comprenne bien et que tu nous récapitules, si demain je vais aller sur l'ISS,
comment je peux y aller en fait ? Quels sont les moyens de locomotion qui sont à ma disposition ? Si tu envisages d'aller sur l'ISS, il y a 2 moyens possibles. Il y a la capsule Starliner de Boeing, mais qui pour l'instant n'est pas encore prête. Il y a éventuellement le Soyuz, mais aussi il y a surtout le Crew Dragon de SpaceX, encore Elon Musk donc. Et justement, il y a 2 vols payants, 2 vols privés qui sont prévus, donc un à la rentrée et un autre en octobre, et un autre début 2022. Alors, le premier vol qui est prévu à la rentrée, donc, c'est un vol qui s'appelle Inspiration 4. C'est le nom qu'on a donné à ce vol, qui a été commandité par un monsieur qui s'appelle Jared Isaacman. C'est un milliardaire américain qui a fait fortune avec un moyen de paiement. Tout simplement, et qui a décidé d'affréter un vol à bord de Crew Dragon, dont il sera le commandant. Et c'est lui qui finance tout ça. Il le finance sur ses... Il le finance, il pilote, il fait tout. Il va être le pilote, il va être le commandant de bord de cette mission. C'est un peu particulier. Il faut quand même préciser qu'il a une expérience de pilote. Il a une qualification sur jet militaire. Il a même fondé une société qui s'appelle Draken International et qui vend des prestations de simulation de combat auprès de l'US Navy et de l'US Air Force. Il est quand même dans le sérail. Et il est quand même plus ou moins dans le sérail. C'est pas un gars qui s'est dit tiens demain je vais piloter le Crew Dragon. Mais les 3 personnes qui vont Parce que là franchement j'y serais pas allé vraiment. Moi non plus. Moi non plus. Mais les 3 personnes qui vont l'accompagner sont des personnes de la société civile, des personnes comme toi ou moi qui n'ont jamais volé à bord d'un véhicule spatial. Et la sélection va se faire sur tirage au sort. Parce que ces personnes ne paieront pas. Non. C'est ça ? Voilà. C'est-à-dire que lui est mécène dans ce cas-là, il offre les 3 places. L'objectif de ce vol, c'est de collecter des fonds pour un hôpital américain qui soigne gratuitement des enfants. C'est une grosse histoire de com, en fait. On peut voir ça sous cet angle. Avec une aventure spatiale. Avec une aventure spatiale, mais quand même avec un but caritatif. Donc ça, c'est le premier projet. Alors, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, il est commandité par une société qui s'appelle Axiom Space. C'est une firme qui est co-dirigée notamment par un ancien astronaute. Et cet ancien astronaute, qui s'appelle Michael Lopez Alegria, va commander ce vol. Il a volé déjà lui-même 4 fois sur l'ISS, mais il emmène avec lui 3 personnes, 3 milliardaires, qui ont une expérience de pilote d'avion, notamment. Il y a un ex-pilote de chasse israélien qui fera partie de l'aventure. Ils auront tous une qualification de spécialiste de mission. Mais ce vol, il aura quand même malgré tout un but professionnel, dans la mesure où la société Axiom Space est une société qui va mettre au point une station privée qui sera opérationnel, si tout va bien, à partir de 2025, et qui pourra accueillir des passagers payants, mais aussi des professionnels, des universitaires qui souhaitent tester dans un cadre spatial et surtout en apesanteur leurs expérimentations. Antoine, on est sur l'ISS. Qu'est-ce qu'on fait de sa journée quand on est là-haut? Parce qu'il n'y a pas de spa, il n'y a pas de piscine. Non. Je veux dire, on est quand même, comme on disait, on campe. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça, civil, et qu'on a payé cette somme-là ? Le but, quand même, c'est aussi que ça soit rentable. Il faut être bien clair. Les passagers payants qui sont venus à bord de l'ISS dans les années 2000 avaient quand même un batch d'expérience à réaliser. Il faut quand même aussi que vous êtes présent sur l'ISS. Il y a des professionnels qui sont à bord. Il faut aussi que ça serve. Alors, je ne veux pas non plus minimiser ce qu'avait fait Denis Tito en 2001. Lui, il a pris des photos, surtout. Faut être très clair. Ouais. Mais il s'est fait plaisir. Parce que ça dure un minimum de temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter et on ne redescend pas tout de suite. Pour rejoindre l'ISS, il faut 2 jours. Oui. On peut le faire en quelques heures, mais la procédure la plus économique, c'est de monter en 2 jours. Une fois que vous êtes arrivé, le vaisseau se connecte. Vous passez 7 jours sur la station spatiale. 7 jours 7 jours à peu près, et une fois le séjour terminé, vous redescendez. D'accord. Bon, tout ça est incroyable. Est-ce que ça va se démocratiser, à ton avis, tout ça? Parce que c'est la question. Est-ce que ça va rester des expériences pour des happy few, on va dire comme ça, ou est-ce que finalement, petit à petit,
eh bien voilà, la sécurité sera agrandie, améliorée, il y aura de plus en plus de concurrence et peut-être que les prix vont baisser. Est-ce que c'est... Déjà, les 2 vols privés que je viens d'évoquer, donc Inspiration 4 et AX1, 2 vols privés d'un coup, moi j'avais jamais vu ça. Alors je pense que c'est une petite brèche déjà qui est en train de s'ouvrir. L'idée pour les agences spatiales, ça serait maintenant de sous-traiter, de laisser l'orbite basse de la Terre au secteur privé, de manière à ce que les agences puissent se concentrer sur l'exploration dans l'espace lointain, c'est-à-dire la Lune ou encore la planète Mars. Il faut être clair, la NASA, elle n'a pas les ressources pour exploiter à la fois la Station spatiale internationale, c'est sûr. et ensuite Imaginez Mars ou la Lune. Imaginez la Lune ou la bien planète sûr. Mars. C'est pas possible. Donc l'idée, on va peut-être assister effectivement à cette privatisation de l'orbite basse. Ça peut être une bonne chose pour le secteur spatial. Alors évidemment, une multitude d'articles vous attendent sur lachroniquespatiale.com pour revenir sur ces sujets passionnants. Merci beaucoup Antoine, toujours un plaisir d'écouter plaisir partagé. Ton savoir. Antoine Meunier, donc journaliste à la Chronique Spatiale. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur la chaîne 01 TV, sur les box, et puis aussi sur BFM Business. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.